Effectivement, on n'est pas à l'abri de beaucoup de volatilité sur les marchés, sur les prochaines semaines, prochains mois, voire peut-être prochaines années. On parle souvent du MSCI World comme l'indice permettant d'acheter toutes les actions mondiales, sauf que ça n'intègre pas les émergents. L'écart de performance sur un an entre une part hedgée et une part non hedgée sur le S&P 500, c'est à peu près 10 points. Quand j'ai eu mon premier enfant, ma femme venait à peine d'accoucher. J'ai dit, faut qu'on ouvre une assurance vie pour le petit. Mais je suis encore sur le lit d'hôpital. De quoi tu me parles ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est le premier Allô la Martingale de 2026. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Je vous souhaite une excellente année, santé, bonheur et investissement fructueux. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en allant directement dans notre Linktree qui est par exemple dans la description de notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, on approche des 18 000 abonnés et c'est génial. Ou alors, vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Il y a des choses qui ne changent pas même en 2026, non, on n'a toujours pas de budget. En revanche, on sait que la France empruntera 310 milliards d'euros pour financer les dépenses de cette nouvelle année. À l'international, 2025 rimé avec tension géopolitique. Pour le moment, 2026 joue la même partition et ça commence fort avec l'intervention américaine au Venezuela. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça change pour votre argent et vos investissements, secteurs ou zones géographiques à fuir ou au contraire à renforcer ? On est aujourd'hui avec vous pour une spéciale ETF. Quels sont les meilleurs ETF pour vous, là maintenant tout de suite, début 2026 ? Pour vous répondre, on reçoit un dinosaure des ETF aujourd'hui. Il démarre sa carrière au pire moment possible, en pleine crise et subprime, ambiance fin du monde, produits structurés et baptême du feu directement dans une grande salle de marché. Ensuite, changement de décor, 8 ans dans une petite société de gestion parisienne où il fait tout, gestion, vente, marketing, puis il arrive en 2016, il met un pied dans l'univers des ETF et il n'en est jamais ressorti. 10 ans dans l'industrie, assez pour être déjà un jeune dinosaure. Surtout bien avant que ce soit tendance. Il parlait déjà d'éducation financière quand personne n'écoutait encore. Aujourd'hui, il pilote le développement des ETF sur les pays francophones chez BNP Paribas Asset Management. Jérémy Toubiana est avec nous. Salut Jérémy. Salut Amaury. Tu es responsable donc du développement ETF sur les pays francophones chez BNP Paribas Asset Management. Bienvenue à toi. Merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Je suis content de faire cette première émission, ce premier live Allô la Martingale avec toi de 2026. Et puis petite pensée pour Romney Michali, voilà, qui devait être avec nous et qui était hyper chaud pour commenter tout ce qui se passait du côté de notamment l'actualité internationale, mais qui est au lit avec la grippe. Donc voilà, bon rétablissement. À toi, Ronnie, et on se voit très bientôt. Bon, on a du pain sur la planche, Jérémy, je le disais, on a reçu plein de questions et je propose qu'on rentre tout de suite dans le dur, voilà, avec une première question que nous a envoyée Esther. On va l'écouter tout de suite. Attendez, stop. Si vous écoutez Allô la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir, et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Hello Amaury, c'est Esther. J'ai une petite question pour bien commencer l'année par rapport aux relations entre tensions géopolitiques et performance d'actifs. Donc on voit un début d'année assez secoué, évidemment, par l'intervention américaine au Venezuela. Et je voulais savoir si, à ton avis, c'est quelque chose qui va pouvoir impacter
mon allocation d'actifs. Est-ce qu'il y a des conseils, de votre côté en termes de quels ETF éviter ou lesquels, au contraire, privilégier qui pourraient, super performer dans ce contexte? Merci. Merci beaucoup Esther pour ta question. Esther qui est Head of Content de Magma, super newsletter qui suit les tendances, etc. Donc abonnez-vous. En plus, vous avez un code promo en ce moment qui est dispo sur le site de Magma. Donc allez-y, foncez sur cette newsletter. Jérémy, donc... La question d'Esther, on commence par ça, c'est quand même l'actualité un petit peu chaude de début 2026, où on voit que clairement c'est toujours aussi chaud géopolitiquement parlant, voire même presque encore plus, avec Donald Trump qui va carrément enlever le président du Venezuela, et il menace potentiellement le Groenland, puis aussi on est du côté de Taïwan, ça chauffe toujours avec la Chine, donc... Quand on a un petit peu tout ça, tout ce contexte, est-ce qu'il faut le prendre en compte dans les investissements, on va dire dans le capital qui est déjà investi, et est-ce qu'il faut prendre en compte pour les investissements là qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? Alors, bon, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que pour l'instant, depuis le début de l'année, on a quelques jours de bourse, les marchés ne se sont pas retournés. Les marchés sont globalement positifs depuis le 1er janvier. Donc l'impact a été jusqu'à présent assez limité. Ça ne veut pas dire qu'il va continuer à être limité. On ne sait pas, j'ai malheureusement pas de boule de cristal, donc je ne serai pas en mesure de dire ce qui va se passer demain. Mais ce qui est important de voir et de regarder, c'est que effectivement, on n'est pas à l'abri de beaucoup de volatilité sur les marchés, sur les prochaines semaines, prochains mois, voire peut-être prochaines années. Et donc, que faire de son argent déjà investi? Donc déjà, quand on investit en bourse, c'est sur du long terme. Ça, c'est un point important. Il ne faut pas se dire que, tiens, il y a un événement géopolitique, les marchés vont baisser demain fortement, je vais tout vendre parce que, ça y est, c'est la bérésina. Sur les marchés, l'investissement financier, c'est sur du long terme. Ça, c'est un point très important. Pas de panique. C'est clé dans la démarche d'investissement qu'on peut faire quand on épargne sur les marchés financiers. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer demain? Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais comment essayer de bien appréhender les marchés pour faire face justement à des crises de volatilité, à des moments de volatilité sur les marchés? C'est d'essayer, si on le peut, d'investir régulièrement, de pouvoir profiter justement d'évolutions à la hausse ou à la baisse des marchés financiers pour investir progressivement. Je sais que vous en avez sans doute déjà parlé plein de fois de la méthode DCA, mais finalement, la méthode DCA, elle a encore plus de valeur dans ces contextes de forte volatilité. Parce qu'effectivement, c'est dommage de se dire, tiens, je mets tout mon argent tout de suite, ou j'ai mis tout mon argent d'un coup en fin d'année dernière, et après, le marché baisse, j'ai que mes yeux pour pleurer, et souvent, ce que font les gens, c'est prise de panique, on vend tout, le marché a fait -20, c'est la catastrophe, on l'a vu pendant le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, tiens, le marché baisse, je vais tout vendre, alors qu'ils venaient de commencer à investir. C'est la pire chose à faire. Finalement, la bonne chose à faire, ça serait pas de se dire, seront calmes. Il y a un adage qui dit pas vendu, pas perdu. Et donc, finalement, garder peut-être ses positions et peut-être en profiter pour investir progressivement toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On n'a pas besoin aujourd'hui, les plateformes digitales se sont énormément développées, donc on peut investir des faibles montants pour justement profiter de cette évolution des marchés financiers. Effectivement, pour ceux qui nous rejoindraient, le fameux DCA, Dollar Cost Averaging, c'est vous pour investir sur des marchés qui sont plutôt volatiles, ça peut être la bourse, les cryptos ou autres. Vous mettez une somme prédéfinie, un intervalle régulier, ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, comme vous voulez. Et comme ça, vous lissez vos points d'entrée et idéalement, vous faites pareil à la sortie, vous lissez vos points de sortie pour des investissements long terme. Mais on a beaucoup parlé de DCA justement dans cette façon d'éduquer les gens pour investir sur les marchés financiers des petites sommes d'argent, mais finalement le DCA il a encore plus de valeur, comme je disais, dans un contexte de marché très volatile, parce que objectivement je n'en sais rien, je ne sais pas si quelqu'un peut être capable de dire ce qui va se passer sur les marchés financiers. Comme je disais en introduction, pour l'instant, depuis le début de l'année, les marchés n'ont pas forcément fortement bougé ni baissé. Il y a eu une hausse des marchés hier, donc
pour l'instant, l'impact, En il est fait, quand même ouais, neutre. non, mais c'est intéressant. Alors, sur les marchés, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'or qui a continué un petit peu de monter. D'ailleurs, on va parler des matières premières. Restez avec nous, on va parler de ces matières premières-là. Comment s'y indexer correctement avec les ETF. L'or qui a un petit peu monté. Valeur refuge, dès qu'il y a un stress géopolitique. C'est ce qui a fait aussi une bonne partie de augmenter son cours en l'année passée, en 2025. On a aussi les valeurs pétrolières américaines qui se sont dit, il y a peut-être du business à faire au Venezuela, donc qui ont monté. Puis sinon, le reste, c'est effectivement, ça n'a pas tellement bougé. Maintenant, même si on n'a pas de boule de cristal, est-ce que tu te dis, est-ce qu'il y a des secteurs ou des zones géographiques où tu dis, là, en ce moment, vu le contexte, j'éviterais quand même, ou au contraire, est-ce qu'il y en a d'autres où tu te dis, tiens, là, est-ce qu'on pourrait profiter, entre guillemets, de ce contexte instable pour y aller, quoi? Il y a un sujet dont on a beaucoup parlé l'année dernière, et on a vu beaucoup de flux dans l'industrie ETF sur cette thématique-là. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la bonne thématique sur laquelle il faut investir, mais dans une perspective d'allocation long terme où on essaie d'identifier des enjeux clés, il y a tout simplement le secteur de la défense, où en fait, c'est comment bien gérer son argent, donc c'est diversifier sur des pays mais aussi des secteurs. Et le secteur de la défense, on voit encore plus à quel point c'est un sujet sensible en ce début d'année. Ça l'a été en 2025, ça l'est encore sans doute cette année. Et donc c'est peut-être un des secteurs qui va continuer à attirer les flux. L'année dernière, on a eu à peu près dans l'industrie ETF une quinzaine de milliards, si je ne dis pas de bêtises, de flux sur les ETF thématiques, dont 10, voire 10-12 sur les ETF défense. Donc c'est quand même représentatif d'une très grosse tendance, et un peu dans une moindre mesure l'IA, justement l'intelligence artificielle. Et donc en ce début d'année, on peut se poser la question de savoir est-ce que finalement cette thématique va pas revenir. Alors est-ce que c'est la défense européenne, est-ce que c'est la défense mondiale? Il y a aujourd'hui plusieurs types d'ETF qui existent sur le marché et qui permettent de jouer ce type de thématique ou d'autres thématiques, mais là, face à ta question, je pense tout de suite à cette thématique-là, parce que on parle de sujets géopolitiques et donc forcément de défense, qui est un sujet, encore une fois, d'allocation de plus en plus tactique, stratégique pour les clients. Et alors, justement, la défense, intéressant, ça a été une des thématiques qui a fortement performé en 2025. Et à la fin de l'année, on se disait, ici, voilà, j'ai reçu pas mal de gens qui me disaient, alors sur le long terme, oui, parce qu'il y a quand même un carnet de commandes, donc des commandes qui vont être échelonnées sur plusieurs années. Mais par contre, c'est vrai que est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une bulle sur la défense? Tard. Voilà, et sur ce truc-là, qu'on en parle sur les cryptos, on parle sur l'IA, bref, sur plein de secteurs. Et là, sur la défense, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu tard? Et là, regain d'intérêt pour cette thématique, et quand on voit ce qui se passe, encore une fois, personne n'a le boule de cristal, mais on se dit, quand même, c'est une tendance long terme, tout le monde a besoin de protéger un petit peu ses intérêts, de se défendre, quelle que soit la taille de son... Donc, toi, tu serais plutôt positif sur cette thématique, là, aujourd'hui, tu te dis pas forcément c'est absolument trop tard, n'y allez pas? Je parle de la thématique en elle-même. Bien sûr. Effectivement, ça a été le gros débat l'année dernière. Chez nous, chez BNP Paribas Asset Management, on a aussi un ETF sur la thématique de la défense. Donc, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué avec les clients. Et donc, il y avait vraiment deux équipes. C'était assez drôle. L'équipe qui disait c'est trop cher, on n'y va plus. Et l'équipe qui disait finalement, j'ai pas envie de passer à côté de cette thématique-là. C'est une allocation, encore une fois, stratégique que je veux intégrer dans mes allocations. Et finalement, ce qu'on voit surtout, c'est l'allocation qu'on va dire standard, qu'on voyait historiquement auprès des institutionnels et aussi du marché retail, de j'achète mon indice World, mon S&P 500, mon Nasdaq et je fais que ça, ou mon Eurostoxx Europe 600 par exemple, je fais que ça. Aujourd'hui, les clients cherchent à aller un peu plus loin dans leur allocation et à intégrer des thématiques ou des secteurs précis pour jouer une zone particulière. Donc, encore une fois, je parle de la thématique défense Europe pour se surexposer ou pour ajouter un billet dans mon allocation européenne. Donc, cette thématique-là, aujourd'hui, elle est considérée par les investisseurs comme un moyen de s'exposer au marché européen ou encore une fois au marché américain pour les ETF US, défense US ou monde. Et donc, encore une fois, pour essayer de mieux avoir plus de briques pour construire une allocation qui va être encore une fois diversifiée et pour passer le cap de zones sensibles avec plus de confort.
Bon, alors 2 questions maintenant pour entrer dans le dur. Tu parlais de 2 équipes. Là, tu es dans quelle équipe début 2026? Et après, j'aimerais quelques exemples d'ETF pour ceux qui voudraient, encore une fois, une logique de diversification. Vous ne faites pas all-in sur tel ou tel ETF. Quels ETF concrètement tu pourrais, toi, nous donner comme idée pour y aller? Déjà, sur la défense, toi, tu penses qu'il y a encore potentiellement des choses à faire là On voit, moi, je me concentre sur l'intérêt des clients, des discussions qu'on a avec eux. Mon avis personnel, honnêtement, j'ai une position qui fait que je suis pas gérant de toute façon, donc je serai pas le meilleur conseil, mais je vois l'intérêt des clients. Ok, donc là, quelqu'un qui a un intérêt sur la défense, là, on va sur quoi? Comment on fait? En fait, on a là aussi 2 nouvelles équipes. Les équipes qui jouent la thématique défense Europe, parce qu'il y a sans doute un retard en termes d'investissement par rapport aux États-Unis. Il y a le plan réarme européen qui est sorti l'année dernière avec un plan d'investissement massif, donc qui devrait effectivement, je parlais de carnet de commandes, pousser les sociétés justement à profiter de carnets de commandes plus remplis. Il y a le contexte encore une fois, et le fait que, et moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant sur cette thématique l'année dernière, c'est que on a de plus en plus d'investisseurs institutionnels, des caisses de retraite, des fonds de pension, des assureurs qui cherchent à intégrer cette thématique en allocation, encore une fois, stratégique, sur du long terme. On n'est pas focalisé sur la performance court terme, est-ce que ça a pris, pas pris, est-ce que c'est trop tard ou pas. C'est juste une thématique aux côtés, par exemple, de l'IA, dont on parle aussi beaucoup depuis de nombreuses années, qu'on va intégrer pour s'exposer à une zone. Avant, c'était l'allocation action-obligation. Après, c'était l'allocation action Europe versus action US ou émergente. Et là, on va rentrer encore un peu plus loin. Dans mon exposition action Europe, qu'est-ce que je vais jouer? Est-ce que je joue juste un indice ou est-ce que je vais jouer des thématiques ou des secteurs précis? Et là, c'est ce qu'on voit vraiment. Et la défense, encore une fois, fait partie, aux côtés d'autres thématiques, de sujets d'investissement importants pour les clients. Tu dis dans la défense, donc il y a une manière de jouer en Europe, une manière de jouer potentiellement aux États-Unis. Là, pour parler concrètement, si on veut s'indexer à la défense en Europe, comment on fait? Quels ETF existent? Il y a plusieurs ETF qui existent sur le marché. Donc nous, on en a lancé un, comme je disais, en milieu d'année dernière, d'ailleurs qui est éligible au PEA. Donc c'est un point intéressant justement pour les investisseurs particuliers. Et donc tu as effectivement quelques ETF. Alors la grande question, c'est comment différencier 2 ETF sur la défense, sur la zone européenne. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on arrive, il y a des centaines d'ETF disponibles. Comment on fait, toi, là, quelles seraient tes recommandations, entre guillemets, pour s'indexer à cette thématique-là? Alors, il faut évidemment regarder l'enveloppe d'éligibilité. C'est un point clé parce que si je veux investir sur le secteur de la défense, dans mon PEA, est-ce que je le fais sur des actions en direct, mais je ne connais pas forcément les actions? Et encore une fois, est-ce que je n'ai pas envie d'être diversifié dans un contexte compliqué, géopolitique, ou est-ce que je n'ai pas envie d'avoir une solution qui me permette de diversifier mes investissements? Donc l'ETF en fait partie. Donc est-ce que le produit va être éligible en PEA? Est-ce qu'il va être éligible en assurance vie? Donc ça, c'est un point important. Le premier critère, je le dis souvent, on me pose souvent cette question, mais comment je sélectionne un ETF? On me parle de tracking différence, de tracking error, de liquidité. En vrai, le vrai sujet, quand je suis investisseur retail, c'est où est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que cet ETF-là est disponible à tel ou tel endroit? Donc, l'éligibilité, les frais vont être importants, effectivement. Et le track record. Est-ce qu'on est capable de comparer 2 ETF? Parce qu'il va peut-être avoir 2 ETF sur une même thématique, mais qui ne vont pas performer de la même façon. Et donc, comment va être constitué l'indice que l'ETF va répliquer? Il n'y a pas forcément la même approche entre 2 sociétés de gestion. Et donc voilà. Donc, en fonction des appétences des uns et des autres, il faut bien regarder l'allocation qui est faite. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des caps dans les expositions des indices? Parce que souvent, dans des indices thématiques, tu peux avoir 1 ou 2 sociétés qui vont être fortement surexposées. Alors, encore une fois, peut-être qu'il y a des investisseurs qui disent tiens, moi j'adore cette valeur-là, je suis très content qu'elle soit dans un indice ou dans un ETF, et donc je vais jouer cet ETF-là. Mais bon, la problématique, c'est que tu as une surexposition, donc tu es content quand ça marche. Par contre, si l'action se retourne, là, tu es un peu déçu. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, faut regarder la composition du portefeuille, et ça, c'est assez pratique dans un ETF, c'est que tu as accès au portefeuille toute la journée.
sur le site des sociétés de gestion. Donc, il suffit d'aller sur sur notre site internet, tu vas sur le nom de l'ETF et tu vas trouver la composition du portefeuille. Et donc voilà, donc premier critère encore une fois, l'éligibilité, les frais c'est un point important, surtout sur les thématiques, et in fine la composition du portefeuille. Est-ce que ça répond à ton cahier des charges en termes de diversification et d'exposition? Et alors tu l'as dit, t'es pas gérant directement, mais là sur des idées d'ETF potentiellement sur la défense en Europe, tu as le droit de citer des idées ou c'est compliqué? Moi, je veux pas. Ma difficulté, c'est que je représente une entité, donc je n'ai pas forcément une vue sur ce qui se fait forcément. Enfin, si j'ai une vue sur ce qui se fait chez les autres, mais encore une fois, je t'ai donné un nom d'un ETF, c'est pas le sens de l'histoire là aujourd'hui tout de suite maintenant. Il y a plusieurs ETF qui existent sur le marché et qui permettent de s'exposer sur cette thématique-là de la défense. Donc ça, on peut y aller en Europe et ça rentre dans le PEA. Tu parlais des États-Unis. Comment ça se passe côté ETF États-Unis si on veut jouer cette thématique-là? Pareil, c'est construit sur la base d'un indice qui va s'exposer uniquement sur des sociétés exposées à cette thématique-là, des sociétés américaines exposées à ces actions-là. Et donc, ça va être géré par une société de gestion et qui va proposer cet ETF-là dans sa gamme. Là, on a vu une thématique, la défense, qui a priori avait du potentiel, encore plus avec ce qui se passe en ce début d'année. Est-ce qu'il y a une autre thématique où tu te dis, tiens là, je pense que ça pourrait bien performer en 2026 et pour le reste de la décennie, ou au contraire une thématique où on se dit non mais là vu ce qui se passe, faut pas y aller? Alors, on parlait effectivement, et je pense que c'est intéressant, tu l'évoquais en introduction, le marché des matières premières, on parle beaucoup de la grosse hausse de l'or. Donc, comment jouer justement cette thématique-là à travers un ETF? Donc, il y a deux façons d'investir sur la thématique de l'or. Soit via un ETF sur des actions aurifères, donc c'est pas l'or à proprement parler, c'est des actions liées à la thématique de l'or, donc qui exploitent des gisements d'or. Ou alors, tu as des ETF matières premières diversifiés. Alors, c'est des formats, ce qu'on appelle UCITS, donc ça veut dire que c'est agréé, qu'on va pouvoir les retrouver en assurance vie, par exemple, ou facilement en compte titre. Mais ça ne va pas s'exposer uniquement à une seule matière première, en l'occurrence l'or. Ça va être des paniers diversifiés. Il faut avoir en tête que quand j'investis sur un ETF, UCITS, c'est la norme européenne, ça implique une diversification des sous-jacents. Il n'y a pas qu'un seul sous-jacent derrière, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ETF Bitcoin Exactement. ou Ethereum en Europe. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ETF. Or, il y a ce qu'on appelle des ETC, qui sont des Exchange Traded Commodities, qui sont souvent des notes émis par une banque d'investissement. Il y a une obligation derrière. Enfin, c'est vraiment différent d'un ETF, qui est un vrai fonds. Et donc, voilà, donc si on a envie d'investir sur cette thématique aussi, qui dans un contexte de volatilité, encore une fois, intéresse les clients, via un format ETF, c'est soit via un ETF action aurifère ou soit via un ETF commodities, matières premières diversifiées, mais qui investira également sur le pétrole, l'argent, le cuivre, etc. Il y a peut-être un dernier point où on a vu beaucoup d'intérêt. Encore une fois, là, ce que j'essaie de vous partager, c'est les feedbacks, les remontées des clients qu'on a vus, et donc les clients qui sont des institutionnels, des sociétés de gestion, des banques privées. Et dans un contexte de volatilité, quand il y a des marchés qui peuvent se retourner, les clients sont contents de potentiellement pouvoir se désinvestir. Donc, couper leur position pour les mettre en position, on va dire, pas sécurisée, mais plus sécurisée, moins risquée. Et donc, on a eu une grosse tendance l'année dernière, le développement d'ETF monétaires équivalents, donc qui permettent de répliquer un indice comme l'Ester, par exemple, qui est un indice un taux de référence. Et donc, aujourd'hui, il y a plein d'ETF qui se sont développés qui permettent d'investir sur un équivalent monétaire sous un format ETF totalement liquide. Donc, mais alors, ça marche comment, en fait? Il y a quoi dedans? En fait, t'investis sur quoi, concrètement? Tu es exposé à un indice
qui réplique la performance de l'ester et grâce à la réplication qu'on appelle indirecte ou synthétique dans le jargon, moi j'aime pas trop cette terminologie synthétique parce que ça rappelle la crise des subprimes et donc quand on pense à synthétique, on pense à défaut. Mais en fait, un ETF synthétique ne fera pas de défaut. En fait, c'est potentiellement la contrepartie. Bon, on rentre un peu dans la technicité, mais voilà, il faut avoir en tête qu'un ETF, c'est un fonds. Et donc, grâce à la réplication indirecte ou synthétique, on arrive à optimiser, à améliorer légèrement la performance de l'indice ester de quelques bips. Donc, ça peut être 20, 30, 40 bips en fonction du contexte. Et donc, c'est pour ça que là aussi, la performance, elle est vraiment importante quand on compare plusieurs ETF. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a aujourd'hui des ETF monétaires qui existent, qui se sont fortement développés en 2025 en termes de flux et qui permettent à tout moment, grâce à l'ETF, de couper ta position à 10h03. Tu peux sortir ton ETF monde pour investir sur un ETF monétaire. Voilà. En 2 transactions, en un claquement de doigts, enfin 2 en l'occurrence, tu peux passer d'une exposition action à une exposition plutôt monétaire. Mais alors, j'insiste un peu là-dessus, parce que il y a peu de gens qui connaissent ça. Ça veut dire quoi, s'indexer, avoir une exposition monétaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es indexé au dollar, à l'euro? Non, c'est le taux de référence, comme si je te disais que tu étais indexé ton taux de livret A. Voilà. Sauf que tu peux le faire sur ton PEA ou ton assurance vie ou ton compte titre. Souvent, les gens sont soit ils sont investis sur des ETF obligations ou actions, ou soit ils ne sont pas investis. Et du coup, quand tu n'es pas investi, ton argent, il n'est pas rémunéré. Bah là, tu as des solutions qui permettent de rémunérer ton cash. D'accord. Donc ton cash non investi, mais dans un compte titre. Et c'est ça l'intérêt. Ou encore une fois, tu peux avoir des clients institutionnels qui ont besoin de trésorerie, qui ont des besoins de cash, de placement de trésorerie. Et donc, sur des courtes périodes, ou même parfois plus longues, mais en fait, c'est soit tu fais rien. Mais c'est quoi? C'est un ETF fonds euro, quoi? C'est pas fonds euro. Enfin, c'est un ETF, on va dire. Non, mais dans le fonctionnement, pour comprendre. Dans le fonctionnement, tu vas avoir un rendement qui va être pas garanti, puisque ça va dépendre justement des évolutions justement du niveau de l'ester, par exemple. Mais tu peux avoir la même chose sur les taux américains. Mais ça va te permettre d'avoir le rendement du niveau de l'ester, qui est encore une fois ce taux de référence en Europe, par exemple, avec une performance améliorée grâce à la réplication indirecte, et que tu vas pouvoir acheter et vendre en continu. Un fonds euro, par exemple, tu ne peux pas le revendre à 10h03. Il y a une annonce sur les marchés financiers, tu dois passer ton ordre qui va être exécuté en fin de journée, tu vas arbitrer ta position. Dans un compte titre, ce que tu veux, c'est la liquidité, par exemple, absolue de ton portefeuille, te dire, à 15h05, il y a une annonce sur les marchés financiers, je veux me désinvestir de mon ETF action ou obligation pour m'investir. Alors, encore une fois, tu peux simplement te désinvestir et ne rien faire, laisser ton argent sur le compte, ou alors tu peux essayer de placer ce cash. Et ce cash avec des ETF répliquant des indices de référence bancaires. Ok. Et ça, l'avantage, qu'est-ce que ça a, à part cette vélocité, entre guillemets, quel avantage ça a? Est-ce que c'est plus safe, c'est plus... En termes de risque, c'est clairement plus safe que investir sur le marché actions ou obligations. C'est totalement liquide. Tu as des frais faible en général sur ce genre d'ETF, donc entre 5 et 10 bips, 0,05 et 0,10 pardon, de frais sur les ETF qui peuvent exister sur le marché. Et donc, tu as beaucoup moins de volatilité que sur un ETF obligataire, par exemple, traditionnel. Donc, on dit souvent que le plus gros risque dans ton investissement financier, c'est de ne rien faire. Ton cash que tu laisses dans ton compte courant, s'il n'est pas placé, compte tenu de l'inflation, je ne vais pas en faire l'histoire, voilà. Et là, tu as un moyen de se dire, sur une courte ou moyenne ou longue période, tu as un moyen de placer ce cash sur ton compte titre. Sous un format ETF, parce que tu pourrais très bien le faire sur des fonds monétaires, il n'y a pas de débat. Sauf que l'avantage de l'ETF, c'est que ce type d'ETF apporte une rémunération un peu supérieure par rapport à l'ester. Et surtout, c'est totalement liquide aux horaires d'ouverture de la bourse. Donc, encore une fois, tu veux faire une transaction à 10h04, couper ta position pour te désexposer ou te réinvestir à 16h si tu le veux, tu peux le faire. Et très intéressant. Et ça peut aller dans le PEA, dans une assurance vie, dans... Tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait.
Justement, vu qu'on parle un petit peu de monétaire, on va écouter un vocal de Christopher qui avait des questions sur le dollar. On l'écoute. Hello l'équipe de la Martingale, bravo pour tout ce que vous faites et surtout bonne année. J'ai une question liée à l'actualité et au dollar. On sait que Donald Trump avec le Venezuela essaye de sauver la position du dollar comme monnaie d'échange internationale qui fait bien les affaires des États-Unis. On voit quand même qu'il y a des monnaies puissantes qui émergent en face du dollar et ça paraît un peu inéluctable. Alors, quel est l'impact sur nos finances, nos investissements, nos ETF sur d'un dollar qui serait beaucoup moins fort qu'il ne l'est aujourd'hui et beaucoup moins puissant? Donc voilà, je pense que c'est une question qu'il faut se poser en 2026 et j'aimerais bien avoir des éclairages là-dessus. Merci Christopher, bonne année également. Merci pour ton message. Et bah effectivement, c'est une question qui se pose. Alors c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on pense à ce qui se passe du côté du Venezuela aujourd'hui, mais il y a un vrai sujet sur le dollar. Et Christopher est plutôt bearish sur le dollar, c'est-à-dire qu'il pense que le dollar, tout simplement va baisser, sera de moins en moins hégémonique. Premièrement, qu'est-ce que tu penses de ça? Et deuxièmement, pour le cash qui est déjà investi, qui serait déjà dans des ETF, qu'est-ce que ça change? Alors, il disait, Christopher, que c'était un sujet pour 2026, mais ça l'était déjà en 2025. En fait, on a vu que l'impact du change a généré des performances totalement différentes. Si j'étais exposé en euros, en dollars ou si j'étais couvert en change. Donc pour bien comprendre l'impact du change, du dollar par exemple, si j'ai un ETF S&P 500 que j'ai dans mon compte, dans mon PEA, dans mon assurance vie, que j'achète en euros, si le dollar baisse, ça va impacter négativement la performance de mon ETF S&P 500. En d'autres termes, si en 2026, les actions américaines augmentent de 10% et que le dollar perd 10% par rapport à l'euro, ma performance va être nulle. Ou alors, on peut faire 3 exemples. Les marchés actions américains font 0, le dollar baisse par rapport à l'euro de 10%, ma performance de mon portefeuille, elle est de moins 10%. Et pire encore, si les marchés américains baissent de 10% et que le dollar baisse de 10%, c'est le double effet négatif. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, ça permet de comprendre l'impact du change dans mon allocation d'actifs. Alors, pareil, ça dépend de la capacité de chacun de pouvoir gérer son portefeuille en continu pour jouer vraiment les variations de change. Est-ce que la baisse du dollar, c'est à court terme, c'est moyen terme? Est-ce que j'ai une conviction à long terme? Est-ce que, en fonction de si je pense que ça va monter un moment ou ça va remonter ou ça va rebaisser, est-ce que j'ai la capacité de changer, d'arbitrer, comme on dit, d'un ETF hedgé par hedgé? Ce qui est important à avoir en tête, c'est que de plus en plus d'ETF existent aujourd'hui avec la possibilité de se couvrir contre le risque de change. Alors comment ça marche ça? En fait, tu as des ETF S&P 500, ça peut être sur du Nasdaq, ça peut même être sur du MSCI World, parce que dans le MSCI World, tu as à peu près 70% d'actions américaines, et donc est-ce que tu as envie d'être sensible aux variations du change? Et donc dans l'ETF, tu as une part qui existe, qui s'appelle, en fonction des émetteurs d'ETF, le nom ne va pas être le même, mais tu le vois dans les caractéristiques du produit, il y a écrit couvert en change, oui, non, ou dans le nom de l'ETF, tu as souvent un H qui apparaît quelque part, donc ça veut dire que cette part est couverte. Eh bien, comment ça se passe? Ça se gère, c'est le gérant en fait qui va couvrir tous les jours ou toutes les semaines, tous les mois, ça va dépendre là aussi des émetteurs d'ETF, va couvrir son portefeuille contre le risque de change. Il va faire une couverture. Exactement, tout simple. Là-dessus, et est-ce que j'imagine qu'il y a plus de frais? Pas forcément. Alors, pas forcément. Ça, effectivement, ça dépend de la stratégie de l'émetteur d'ETF. Effectivement, il y en a qui vont avoir des parts couvertes en change plus chargées, parce qu'effectivement, il y a un coût de gestion un peu plus important. Pas un coût en termes de perf, mais un coût de gestion opérationnelle, parce que j'ai une gestion de change à faire en plus de ma gestion au quotidien. Et après, tu as d'autres émetteurs d'ETF qui ont exactement le même degré de frais, que ce soit sur la part hedgée que sur la part non hedgée. Mais encore une fois, le fait que tu aies des parts plus chargées en frais,
c'est juste parce que tu as une gestion supplémentaire dans le produit, donc voilà, donc c'est assez standard. Et on passe pas du simple au double en général sur ce type d'ETF, en fonction de la part hedgée ou non hedgée. Mais l'impact, il peut être très fort. Pour répondre à Christopher, il peut être fort. Si tu es surexposé sur les actions américaines et que le dollar baisse fortement, tu peux avoir une déception sur la performance. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais je ne comprends pas, les actions américaines ont quand même bien marché. Et pourtant, mon portefeuille, il a fait que X%, alors que le marché, il a monté de je ne sais pas trop combien. En fait, la réponse, c'est le change. Il faut voir l'impact du change. Et donc, si on a ce que tu disais, une vision bearish du dollar, plutôt privilégier effectivement des ETF US, monde, autres, couverts en change. Ok. Et ça, c'est un point important. Et là aussi, on le voit de plus en plus de la part des clients, ces questions. Est-ce que vous avez un ETF? Est-ce que cet ETF-là, il y a une part couverte en change? Parce que à la fin de l'année, ça donne pas du tout les mêmes performances. Et est-ce qu'il faut, dernière question là-dessus, et après on va passer au portefeuille 100% ETF début 2026. Et là, on va vous donner plein d'idées. Avant ça, Jérémy, est-ce qu'il y a forcément besoin de se hedger, d'avoir un ETF hedgé, si tout simplement on est très long terme, en fait? Parce que j'ai l'impression que là, si on est inquiet dans les mois qui viennent sur l'année, mais est-ce que si on raisonne à 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il faut forcément un ETF hedgé? Alors, je regardais rapidement, parce qu'on en avait parlé avant l'émission, mais l'écart de performance sur un an entre une part hedgée et une part non hedgée sur le S&P 500, c'est à peu près 10 points. Donc, c'est quand même important sur un an. Après, la conviction long terme, est-ce qu'il faut être long dollar, short dollar? Malheureusement, je ne vais pas me prononcer là-dessus. On a des clients, notamment retail, qui, dans leur allocation, mettent un peu des deux. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les coups. Parce qu'encore une fois, c'est très difficile de gérer déjà, de prévoir les performances d'un marché action. Donc, en plus, l'impact du change peut être aussi important. Donc, ça dépend vraiment des clients. Et surtout, ça dépend des moments. Parce que si je te dis ma vision long terme, c'est ça, c'est long dollar ou short dollar, donc acheteur dollar ou vendeur dollar, mais peut-être que les gens qui vont nous écouter, ils vont avoir besoin de leur argent dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, donc ça ne sera pas forcément la bonne stratégie. Donc, en réalité, ça dépend de son horizon d'investissement, de ce qu'on pense, comment on voit les choses. Et ce qui est important, je pense, de retenir, c'est qu'il est possible de faire les deux. Et encore une fois, tu as on parle beaucoup avec des clients et avec l'évolution de l'intérêt des investisseurs particuliers sur les ETF, on voit des gens qui nous disent moi j'aime bien gérer mon portefeuille au quotidien, je le suis tous les jours, je suis capable de passer des ordres tous les jours, mais il y a plein de gens qui sont pas capables de le faire, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, etc. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de donner une réponse claire, ferme et définitive, surtout là, en ce début d'année, il peut se passer tellement de choses que c'est compliqué de prévoir les choses. Moi, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que il est possible d'avoir des parts couvertes en change et des parts non couvertes. Et donc, soit tu mixes les deux, soit tu as une conviction sur le dollar. Encore une fois, si tu as un horizon d'investissement que sur un an, tu auras forcément une allocation différente de celui qui aura un horizon d'investissement plus long. Donc voilà. Tout est possible. Vous pouvez absolument tout faire. On va prendre la question de François, qui veut se faire un portefeuille 100% ETF pour 2026. On l'écoute. Hello Maury. Hello la martingale. J'ai 26 ans et je veux commencer un petit peu à placer mon argent. J'ai pas réellement envie de trop gérer tout ça. Du coup, je me tournerais bien vers des ETF. J'aimerais savoir s'il y a certains... comment constituer en fait un portefeuille à partir d'ETF qui serait cohérent et qui pourrait m'apporter du rendement sans que je me prenne trop la tête. Et petite question bonus, si possible que ça soit éligible à un PEA afin de maximiser un petit peu ce que je pourrais gagner via les ETF. Voilà, merci beaucoup. Merci François pour ta question. Il a raison François, faut pas se prendre la tête. Alors François, il a raison parce qu'il a 26 ans de s'en occuper dès maintenant. Je pense qu'il a tout à fait raison. Moi, j'aurais été très content qu'à 26 ans,
je prenne en main mon épargne et que même avant de mettre quelques dizaines d'euros dans un PEA, une assurance vie, j'aurais été très très content. Je l'ai pas fait et j'ai, à titre personnel, commencé à investir quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie ETF, où j'ai vu que j'ai développé ce business-là autour de l'éducation financière, des investisseurs retail. C'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire, quoi. Il faut prendre en main son épargne. Pour l'histoire pas drôle, quand j'ai eu mon premier enfant, ma femme venait à peine d'accoucher. J'ai dit, faut qu'on ouvre une assurance vie pour le petit. Mais je suis encore sur le lit d'hôpital. De quoi tu me parles? Je fais, mais attends, c'est maintenant là que ça se passe. Il n'y a pas une minute à perdre. T'étais traumatisé, quoi. Ouais. J'étais là. Mes parents ne l'ont pas fait. Il faut que je le fasse. Bon, effectivement, c'était un peu caricatural, mais je l'ai vraiment fait. C'est vraiment une histoire vraie. Et du coup, alors là où je suis pas d'accord avec François, c'est de dire comment je vais constituer un portefeuille tranquille sans trop rien faire et en gagnant de l'argent. C'est un mythe, ça n'existe pas. On aura beau parler de DCA, de MSCI World, de S&P 500 sur les 10, 20 dernières années. J'en sais rien de ce qui va se passer les 10 ou 20 prochaines années. Effectivement, le scénario dramatique, le plus compliqué pour tout le monde, c'est qu'à partir du moment où on se parle là tout de suite, pendant les 20 prochaines années, les marchés baissent. C'est possible, hein, je ne sais pas ce qui peut se passer. Si les marchés baissent, tu auras beau faire du DCA, tu vas perdre de l'argent. Donc voilà. Donc faire de l'argent facile sans rien faire, ça n'existe pas. Oui, je pense que ce qu'il veut dire, alors là, je suis complètement aligné avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de recette magique. Exactement. Comme on dit, il n'y a pas de martingale. Alors, il y a une martingale quand même, parce que en nous écoutant, on vous donne les meilleures, les dernières idées, liées à votre profil, à vos objectifs. Donc, il y a des choses à faire. Bien sûr, vous pouvez avoir la main, sinon on serait pas là. Mais effectivement, c'est pas en claquant des doigts et en regardant ça une fois dans l'année que ça a marché. Par contre, ce qui veut dire, et François, il a le profil de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est on va se mettre à sa place. Là, t'as 26 ans aujourd'hui. Tu veux t'en préoccuper, mais c'est pas ton métier. Tu vas pas y passer tous les jours, tu vas pas y passer plusieurs heures par jour, ou même pas plusieurs heures par semaine, mais allez, quelques heures par mois. Tu veux commencer à investir en ETF, sachant que je le rappelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a un risque de perte en capital dans les ETF, évidemment, faut le rappeler. Toujours. Parfois, ça passe aujourd'hui, avec ce qu'on entend, ça passe un peu pour un produit sans risque, où c'est obligé de gagner. Non, vous n'êtes pas obligé de gagner, mais effectivement, c'est quand même un bon outil pour s'exposer au marché financier sur le long terme. Là, c'est simple. Tu l'avais pas fait avant. Là, tu as 26 ans aujourd'hui, début 2026. Ce serait quoi ton portefeuille, là, aujourd'hui? Alors, peut-être différencier, tu me dis si c'est trop compliqué ou pas, mais peut-être différencier, peut-être aller 3 poches. Une poche horizon 5 ans, une poche 10 ans, une poche peut-être plus de 15 ans. Qu'est-ce que tu ferais, là, aujourd'hui? Alors, la réponse va être très simple et souvent quand je parle encore une fois avec plein d'amis qui me disent qu'est-ce que je peux faire, dans quoi j'investirais, j'ai touché un peu d'argent, en fait les gens sont parfois déçus de mes réponses parce que je suis pas là à dire il faut acheter de l'émergent, il faut acheter de la Chine, il faut acheter cette thématique défense, il faut acheter l'IA, parce qu'encore une fois, prévoir les marchés, moi c'est pas mon métier, c'est le métier d'autres personnes et on n'a pas toujours raison, c'est compliqué. Moi, j'ai une conviction, c'est que sur le long terme, effectivement, la bourse, j'espère en tous les cas, la croissance devrait continuer d'être là sur le long terme avec des hauts, des bas, des crises, des subprimes qui pourraient arriver en cours de route, des crises de Covid, des sorties de route, on va dire, en cours de période. Mais quand j'ai 26 ans et que j'ai envie de commencer, en fait, il faut faire simple. Parce que le risque, si quand on commence à faire un peu... des investissements un peu trop exotiques, c'est d'être déçu. Le plus gros risque, c'est la déception. C'est-à-dire, j'ai un copain qui m'a dit qu'il fallait investir sur ce pays, ce secteur, et que malheureusement, ce pays, ce secteur, il s'est complètement cassé la figure. Les gens vont se dire, la bourse, c'est nul. Et si l'ancienne génération était fan d'immobilier et pas trop de la bourse, et que l'ancienne génération faisait beaucoup de ce qu'on appelle du stock picking, en disant, j'ai un copain au bistrot qui m'a dit qu'il fallait acheter cette valeur, telle valeur, telle valeur, mais malheureusement, en fait, on n'en sait rien. Et moi, mon père, il m'a toujours dit qu'il fallait jamais investir en bourse parce qu'il a perdu plein d'argent, il avait investi sur telle valeur parce qu'on lui a conseillé de... finalement, l'investissement le plus simple, et c'est pour ça qu'on dit que l'ETF, on parle de lazy investment, c'est un indice global. Donc, tu as le MSCI World, tu as même le MSCI World Acquis,
Parce qu'il faut avoir en tête que le MSCI World n'inclut pas, par exemple, les émergents. Si tu veux vraiment, on parle souvent du MSCI World comme l'indice permettant d'acheter toutes les actions mondiales, ok, sauf que ça n'intègre pas les émergents. Le MSCI World avec les émergents s'appelle le ACWI. Donc si on a envie de profiter de l'évolution de la croissance mondiale, action monde, action émergente, et qu'on n'a pas envie d'y passer trop de temps, et on a envie que ça soit simple à gérer opérationnellement, sans espérer un gain absolu en très peu de temps, puisque tu parlais de 5 ans, 10 ans et 20 ans, finalement, commencer par cette stratégie-là, encore une fois en DCA, on l'a évoqué, et faire évoluer son DCA, parce que à 26 ans, tu vas peut-être mettre 50 euros, 100 euros, peut-être à 28 ans, tu vas commencer à investir un peu plus, et une fois que tu auras pris le goût, on va dire, à l'investissement en bourse, donc quand je dis le goût, à gérer ton argent, comme tu gères plein de choses, les gens qui gèrent leur appartement, enfin peu importe, tu feras peut-être un peu plus de tactique année après année. On a parlé encore une fois de la thématique défense qui a beaucoup marché. Est-ce que cette année, ça sera la bonne thématique? J'en sais rien. Pareil sur l'IA, etc., etc. Donc, avoir un socle. Ce qui est important, c'est avoir un socle de ton allocation qui va être fixe. Donc, je pense qu'une allocation monde avec un ETF monde incluant ou pas les émergents, là, encore une fois, c'est propre à chacun, fait du sens. Ça, c'est intéressant. Donc là, ACWI, t'écris ça comment d'ailleurs? ACWI, c'est... A-C-W-I, ACWI. Ok, et donc ça, c'est donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le MSCI World, il n'y a pas tout le monde en fait. Il n'y a pas tout le monde. Et surtout, il y a 70% d'US à l'intérieur. Exactement. Et on va en parler d'ailleurs, j'ai une question là-dessus pour toi. Donc en gros, il pourrait, quelqu'un qui veut, s'indexer au monde entier, alors c'est une façon de parler, mais qui veut quand même des émergents, il faut bien prendre ça. Exactement. Voilà. Ok. Exactement. C'est important. Alors après, tu peux le faire avec 2 ETF. Tu peux acheter un peu de World et un il y a des ETF émergents spécifiques. Hein, donc, mais là, il y a 2 en 1, quoi. Mais voilà, là, tu as le 2 en 1. Donc si tu n'as pas trop envie de t'embêter, alors après, il y avait une règle aussi, c'est l'investissement éligible au PEA. Donc je n'ai pas en tête qu'il y a un ETF ACWI éligible au PEA. Mais et comment s'y retrouver? Comment retrouver les ETF éligibles au PEA? Tu as des sites comme JustETF ou qui permettent en 2-3 clics de faire tes filtres et de voir rapidement les ETF éligibles. Une idée pour François, ça pourrait être par exemple la défense. Tu vois, l'ETF que tu as cité en début d'émission, ça pourrait en être. Voilà. Il peut avoir peut-être plein d'idées. Encore une fois, hein, on a parlé de la défense parce qu'on parlait du contexte géopolitique ça et de l'intérêt des uns. Si tu t'indexes ça rentre dans le PEA. Mais encore une fois, c'est si on a une conviction importante sur cette thématique-là, oui, la beauté de l'ETF, ce que j'aime souvent, c'est qu'on peut se mettre dans la peau d'un chef cuisinier et on va travailler avec plein d'ingrédients. Et donc les ingrédients, c'est les ETF. Et comment tu vas les mixer, comment tu vas les marier? Est-ce que tu vas juste en prendre un? Est-ce que tu vas en prendre plusieurs? Mais c'est la réponse, c'est totalement personnel. Il y en a qui veulent vraiment avoir plein d'ETF dans leur portefeuille, ça les rassure. Ils disent, tiens, moi, je veux vraiment jouer plusieurs thématiques parce que je me dis qu'il y en a peut-être une qui va marcher et qui va compenser la perte de l'autre. Là, encore une fois, quand j'écoute la question, c'est vraiment quelle est la solution qu'on dit plug and play sans passer trop de temps pour m'exposer à un large panel d'actions et de marchés. Et donc, je pense que c'est clairement vers cette voie-là qui devrait aborder le sujet. Alors, bien que ce soit évidemment très personnel, ça dépend de chacun. Là, pour le cas de François, qui nous a décrit, pas un professionnel, il commence, il veut pas y passer trop de temps. Combien d'ETF il mettrait, par exemple, au début? Tu vois, je sais pas, t'en mettrais combien, toi, au départ, pour commencer? Pour commencer, honnêtement, un, voire 2, si tu veux mixer, tu veux intégrer ou pas les émergents, mais pour commencer, la première étape, c'est d'en faire avec un, parce que là, encore une fois, avec un ETF, World, en une transaction, t'achètes 1600 valeurs. Donc, c'est vraiment la simplicité absolue. La simplicité absolue. Et d'autant plus que si jamais il a commencé et qu'il a besoin de son argent demain, en un bouton, il peut tout revendre et récupérer son argent. Donc, un ETF est suffisant pour investir. Ce qui est important, c'est qu'il le fasse avec régularité. Donc, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 3 mois, peu importe. Et surtout, sans espérance de gains importants ou de gains à court terme. Okay. Parce que ça, c'est des points importants aussi. On se dit, tiens, les ETF, c'est super, on gagne plein d'argent. Au bout de 3 mois, j'ai pas gagné d'argent.
la bourse, c'est sur du long terme. Et là-dessus, souvent, les ETF les plus connus, on entend MSCI World, on entend S&P 500 aussi. Sauf que tu vois, souvent, les gens ont les deux. Sauf que dans le MSCI World, il y a 70% d'US et dans le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Toi, tu m'as dit là, juste avant cette émission qu'il existait un ETF, MSCI World, mais c'était quoi l'expression ? Ex, en excluant. Voilà, excluant les États-Unis. Exactement. Donc ça existe ? Ça existe. Et donc il y a quoi là-dedans en fait ? En fait, il y a toutes les sociétés du MSCI World sans les États-Unis, sans les sociétés américaines. Donc en ça fait, veut dire qu'il n'y a pas les États-Unis et pas les émergents non plus. Il n'y a pas les États-Unis, exactement, effectivement. Mais à part ça, il y a tout, juste pour comprendre. Exactement. Et à part ça, il y a tout. Donc en fait, pour revenir un peu sur ce qu'on se disait. Sur l'allocation d'actifs, actions, obligations, actions US, actions Europe. Aujourd'hui, les clients, donc les professionnels, mais on le voit de plus en plus de la part du retail, veulent le maximum de briques pour gérer au mieux son allocation. Il n'y a pas une allocation qui conviendrait entre guillemets à tout le monde. Il y a une allocation plug and play simple pour François. Voilà, j'achète un indice monde et j'achète tous les mois et on fait le point dans 5, 10, 15 ans. Mais il y a ce sujet de j'ai envie de prendre en main mon épargne, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de m'intéresser, je vois l'actualité, j'écoute les podcasts avec Amaury, j'ai entendu des choses qui m'intéressent, donc j'ai envie de gérer, j'ai envie de le prendre en main. Avant, on ne le faisait pas. Avant, les gens, ils mettaient fonds euros, livret A et c'était fini, ou on faisait rien. Aujourd'hui, il y a ce besoin de faire des choses. Et donc, il est important pour les émetteurs d'ETF, donc comme BNP Paribas Asset Management, de créer des outils pour répondre aux besoins. Et donc, comme tu le disais, on parle du MSCI World, mais on parle aussi du sujet de la trop grosse concentration des sociétés IA dans le S&P 500 ou dans le MSCI World, de la trop grosse concentration des États-Unis dans le MSCI World, 70%. Et on a beaucoup de gens qui ont effectivement du MSCI World et du S&P 500 dans leur portefeuille. Ils n'ont que 2 ETF, mais du coup, ils sont surexposés aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien d'être surexposé, c'est un sujet. Et on a des clients qui disent, moi, j'aime bien le World, j'aime bien les États-Unis, mais j'ai envie de gérer les poches de façon distincte et de gérer ma surexposition aux US quand je sens que c'est le bon moment, ou ma sous-exposition, ou alors de m'exposer au MSCI World avec du S&P 500 couvert en change, par exemple, ça peut être une idée. Donc comment je fais ? J'achète mon MSCI World ex-US et j'achète mon S&P 500 couvert en change, par exemple. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de gamification de l'investissement, donc j'aime pas trop ce terme, mais d'un autre côté, c'est un point pour dire, c'est pas un point péjoratif, c'est un point pour dire on prend en main et on essaye d'utiliser tout. Encore une fois, je parlais d'ingrédients, tous les ingrédients pour construire son allocation. Mais tu vois, tu as du MSCI World ex-US, tu as du MSCI World ex-zone euro, tu as des ETF émergents ex-China. Par exemple, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent jouer les émergents sans la Chine et pour jouer la Chine en direct, parce que sur la Chine, tu as plusieurs types d'indices. On a vu beaucoup se développer des ETF equal weighted, donc équipondérés sur les États-Unis, sur le World. Donc pareil, j'ai une conviction sur les US, mais j'ai peur de la bulle sur l'IA. Comment je fais ? J'ai un ETF US equal weighted, donc qui équipondère toutes les sociétés du S&P 500. Donc, comme ça, il n'y a pas de surexposition à une thématique ou à un secteur précis. Ok, donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez et tout est dispo ou non. Vous pouvez vraiment faire votre sauce, entre guillemets. Exactement. Votre propre plat qui vous plaît. Avant les questions cash, on parlait quand même des matières premières. C'est vrai qu'il y a eu des performances folles sur les matières premières. On a vu l'or qui s'est envolé en 2025. L'argent, j'en parle même pas, ça a complètement explosé. On parle du cuivre aussi. Si on veut s'indexer aux matières premières dans des ETF. Alors, tu l'as dit, là, en Europe, il n'y a pas un ETF que sur l'or ou que sur le cuivre ou etc. Mais toi, quelle stratégie t'aurais, là, si plutôt long terme, tu veux t'exposer aux matières premières? Tu prendrais quoi, un ETF où il y en a plusieurs dedans de toute façon, il n'y a pas de choix, obligé, mais je veux dire... Non, mais je veux dire, il y en a... J'imagine qu'il y a différents types. Il y en a où il y a peut-être 10 matières premières différentes dedans. Il y en a que 3 ou 4. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Effectivement, en fonction de la matière première auquel tu as envie de te surexposer,
effectivement, tu vas peut-être avoir des ETF qui surpondèrent l'or par rapport au pétrole ou au gaz, par exemple, ou l'inverse. Donc, si tu as envie de te surexposer, parce qu'encore une fois, quand tu veux un format ETF, tu n'as pas le choix que d'être diversifié. OK ? Mais effectivement, comme je disais, les compositions des ETF sont différentes d'un émetteur à un autre. Bon. Et donc, tu as des ETF qui vont avoir, j'en sais rien, 30% d'exposition sur l'or, 35, 40 pour d'autres, etc. Donc, si tu as une conviction sur l'or et que tu as envie d'investir sur un ETF, tu es forcément obligé d'être diversifié. J'ai envie de te dire, privilégie l'ETF qui a la plus grosse pondération, donc exposition, au marché de l'or. Si tu as une conviction sur le pétrole, privilégie l'ETF qui a la plus grosse pondération sur le pétrole. Et donc, c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet. Donc, et encore une fois, hein, on a beau parler d'ETF en disant bah ouais, c'est facile, il n'y a rien à faire. En réalité, tu as un petit travail d'analyse. Si tu veux commencer à regarder quel est le bon ETF, etc., faut un moment comparer, s'intéresser. Et donc, la composition du portefeuille, on l'a évoqué en introduction avec certains ETF, la composition d'un ETF, elle est importante. Et donc, quelle part, pour revenir sur les commodities, les matières premières, quelle part de l'or il y a dans cet ETF-là par rapport à un autre, et est-ce que je préfère celui-ci par rapport à l'autre? Donc c'est ça qui est important. Ok, très clair. Jérémy, on va passer aux questions cash. Première question cash, l'investissement casino, c'est-à-dire tu as une somme d'argent qui n'est pas celle de tes clients, dont tu n'as pas besoin, c'est pas un conseil en investissement, mais si tu avais un pari un petit peu spéculatif à faire, là, sur quoi tu mettrais ton billet aujourd'hui? Oh, c'est une question difficile. Hein. T'as compris que j'aime pas répondre à ce genre de questions parce que c'est pour ça pas que de boule j'adore de te la cristal. poser. Non, mais si un pari casino entre guillemets, c'est effectivement un investissement diversifié. Enfin, c'est vraiment c'est propre aux ETF, certes, mais c'est un investissement diversifié. Parce que je crois pas au casino, en fait. Donc, c'est ça la difficulté. Justement, et c'est pour ça que j'appelle la question comme ça, parce qu'on assume, c'est-à-dire que là, on dit, voilà, ne faites pas comme ça, mais c'est une idée, un truc, je sais pas, si t'avais, un secteur ou, je sais pas, un truc où tu te dis, bah là, tiens, ça pourrait prendre comme ça pourrait ne pas prendre. Là, justement, c'est pas de la diversification, c'est... Non, bah c'est là le contexte, il fait que aujourd'hui on a vu beaucoup de flux revenir sur le marché européen. Donc peut-être la question, c'est est-ce qu'il va pas avoir le retour? Tu parlais de faiblesse du dollar. Est-ce qu'il va pas avoir un retour des actions européennes en termes de performance par rapport aux actions américaines? On l'a vu d'ailleurs l'année dernière avec un regain, une surperformance de l'Europe en début de trimestre par rapport aux États-Unis. Et on l'a vu également sur la partie flux. ETF, on a vu des flux Europe au-dessus du marché américain. Donc, est-ce que finalement, on va pas revenir sur un équilibre un peu plus fort entre Europe, US, et c'est pour répondre à la question de Christopher aussi, est-ce qu'on va pas revenir sur un équilibre Europe, US plus fort que ce qu'on a pu voir sur les années précédentes, et donc encore une fois encore plus diversifié? Est-ce que la diversification va pas être encore plus importante? Donc ton pari, toi, tu pourrais faire une légère surpondération européenne, par exemple, ça pourrait être une idée, quoi. Ça peut être une idée, compte tenu de ce que l'on voit aujourd'hui sur les marchés en termes de flux ETF, le regain d'intérêt des investisseurs pour la zone Europe. Deuxième question cash, tu es sur une île déserte. Tu es en train d'enterrer un coffre dans le sable, tu iras le déterrer dans 10 ans, mais tu n'y as pas accès entre-temps. Quels actifs tu mets à l'intérieur? Tout simplement, en gros, tu passes des achats, tu fermes les yeux et tu rouvres dans 10 ans. Qu'est-ce que tu mets dedans? 10 ans, l'horizon d'investissement me paraît assez long pour plutôt privilégier des actifs actions. Donc, c'est... encore une fois, on l'a évoqué, hein, la bourse, c'est du long terme. 10 ans, c'est du long terme. Et donc, je mettrai effectivement ce cash dans cette boîte sur plutôt un investissement action. Et encore une fois, diversifié. Toujours compliqué d'investir sur une seule thématique, surtout sur un horizon de 10 ans. Impossible de savoir qui va surperformer. Donc voilà, donc un panier d'actions diversifié pour justement profiter, justement, on espérait profiter de la croissance des marchés sur le long terme. Et justement, c'est intéressant, ça. Tu irais plutôt sur des indices ou sur des thématiques, alors? Plutôt sur des indices standards mainstream, parce que la difficulté de la thématique, sur 10 ans,
ça va tellement vite aujourd'hui. Ça va tellement vite, les marchés peuvent évoluer tellement rapidement, des thématiques peuvent très rapidement devenir obsolètes, que finalement, je privilégierais un indice, ce qu'on appelle mainstream, global, standard, pour justement ne pas avoir de surprise, parce que c'est de l'argent que j'ai envie de récupérer à terme. C'est pas de l'argent où je me dis, c'est pas grave, c'est pas du casino, c'est noir ou rouge et basta. Je suis content au bout de 10 ans de pouvoir récupérer mon argent. Donc, quelle est la stratégie qui me permettrait d'optimiser ou de limiter mon risque de perte? C'est finalement investir sur un indice global, d'oublier pendant 10 ans. L'horizon est assez bon. Ça veut pas dire que je vais gagner de l'argent, ce que je vais en gagner, ce que je vais en perdre, j'en sais rien. Mais pour optimiser mes chances de gain, c'est plutôt vers ce type d'indice que j'irai. Encore une fois, diversification. En indice monde, ça suit également l'évolution des capitalisations boursières mondiales. Donc peut-être que si l'Europe reprend du poil de la bête, le poids de l'Europe va reprendre le dessus, va pas reprendre le dessus, parce qu'on a quand même 70% d'US, mais va reprendre une pouvoir importante dans l'indice monde. Donc en fait, un indice monde me permet de profiter. Exactement. Okay. Ça va me permettre de reprendre une croissance, de capitaliser sur la croissance mondiale. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy. Merci à moi. Tout bien. Voilà, on peut faire un petit peu notre sac, nos courses pour 2026 grâce à toi. Donc, responsable du développement ETF sur les pays francophones chez BNP Paribas Asset Management. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérémy. Quant à vous, continuez à nous envoyer vos questions, des spéciales ETF comme ça. Je pense qu'on va en faire une par mois parce que vous avez plein de questions là-dessus. Donc, on réactualisera à chaque fois tous les mois. Envoyez-nous vos questions. Et puis, plus largement, voilà, on parle aussi d'immobilier, de bourse, de crypto-monnaie et autres. Donc, continuez à nous envoyer vos questions et surtout, prenez le contrôle de votre argent.